Bonjour à toutes et tous ceux qui se connectent sur cette matinale CSE, comme nous la proposons tous les trimestres. Celle d'aujourd'hui porte sur un thème important, sur le thème de la participation des salariés et de la fiscalité internationale. Juste quelques mots avant de commencer le vif du sujet. C'est rappeler à tous l'importance que l'on voit aujourd'hui dans la recherche du partage de la valeur. C'est un sujet récurrent, important, où les experts comptables sont très mobilisés, sont très consultés. Parmi les sujets les thématiques, au-delà des aspects fiscaux qui intéressent nos clients, nous parlons de participation, bien sûr, et d'intéressement. Ces éléments-là sont assis sur des éléments comptables de l'entreprise. Et on n'avait pas traité pour l'instant cette thématique. C'était de voir comment ces éléments comptables de l'entreprise, ces résultats, pouvaient être influencés dans les groupes notamment par la fiscalité internationale. Parce qu'il y a des choix, parce qu'il y a des prix de transfert, parce qu'il y a des opérations avec l'étranger, des dividendes qui sont montés ici ou là, et comment arriver à avoir une base de participation qui soit cohérente, d'autant plus que dans les missions d'experts comptables pour les CSE, cette vérification fait partie des missions possibles d'experts comptables. Donc c'est un point très important qu'on va ce matin vous présenter avec Gérard Lejeune, que vous devez voir à l'écran et qui est un de nos confrères fidèles du comité CSE de l'Ordre de Paris et d'ailleurs du Conseil national. Gérard a une belle expérience en matière d'assistance auprès des CSE et le volet social fait partie de son ADN. Nous aurons aussi la participation ce matin, il n'est pas encore connecté, et j'espère qu'il va arriver dans quelques secondes, de Pascal Saint-Amand. Pascal Saint-Amand, qui est un expert en fiscalité internationale et qui est vraiment l'homme de la situation pour expliquer comment lui-même a participé à redéfinir certains éléments pour permettre d'avoir un calcul exact et voir comment est influencé le calcul de la participation. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole. D'abord, souhaiter la bienvenue à Pascal Saint-Amand qui s'est connecté. Bienvenue parmi nous. Merci. On est heureux de vous avoir. On sait que vous avez un emploi du temps très chargé et merci de accorder ce temps. Je passe la parole à Gérard Lejeune qui va introduire le sujet. Et juste un mot avant que je ne vous laisse. Vous avez sur votre écran, en bas à droite, une bulle. Et dans cette bulle, vous pouvez cliquer dessus pour poser vos questions. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas. Nous vous y répondrons probablement en fin de matinale. Mais n'hésitez pas, sauf s'il y a une urgence, si vous n'arrivez pas à entendre, vous n'êtes pas connecté, je ne sais quoi. Mais n'hésitez pas, vous avez un chat avec cette bulle, utilisez-la comme vous voulez, elle est à votre disposition. Mon cher ami Gérard, tu as la parole. Voilà, bonjour Monsieur Saint-Amand, bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes et tous. Voilà, donc en 2023, effectivement, Monsieur Saint-Amand a publié un ouvrage. Je remettrai d'ailleurs la référence de l'ouvrage pour ceux qui voudraient l'acquérir à la fin du webinaire sur effectivement la fiscalité internationale, paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire. Alors, Monsieur Saint-Amand a été durant 15 ans, en tant que directeur fiscal de l'OCDE, l'architecte de la réforme de cette fiscalité internationale et de la mise en œuvre en 2024 de l'impôt mondial de 15%, l'impôt minimum, effectivement, dit pilier 2. Il nous expliquera cela tout de suite. Donc, l'introduction que je vais faire va durer à peine 10 minutes et ensuite nous aurons le grand plaisir d'écouter durant près d'une heure Monsieur Saint-Amand et on gardera un petit quart d'heure à la fin pour effectivement les questions que vous auriez suite à cet exposé. Alors, cette conférence se fait dans le cadre du comité CSE. Les CSE, c'est la démocratie dans les entreprises, c'est le cœur du dialogue social. 40 000 CSE en France, représentant plus de 15 millions de salariés. Et nous avons
dans notre pays la chance d'avoir un système de participation aux bénéfices qui est assis sur le bénéfice fiscal, et ce depuis 1967, comme nous le savons tous. Alors, les experts comptables qui peuvent être mandatés par les CSE pour vérifier le calcul de la participation sont confrontés justement à une dérive, une optimisation de l'assiette fiscale à travers effectivement des mécanismes de fiscalité internationale. Quelques affaires ont défrayé la chronique au cours des mois passés. McDonald's, General Electric, l'APER. McDonald's, il y a eu un accord avec l'administration fiscale française, un redressement de plus de 1,2 milliard d'euros. Ces multinationales s'organisent pour localiser leurs profits dans des pays à fiscalité avantageuse. Voilà. Et cela va bien sûr avoir un effet, bien sûr, sur l'impôt qui devrait être justement perçu par ces pays, mais aussi pour les salariés qui sont en France, tout au moins, victimes collatérales de cette évasion fiscale qui est évaluée, personne ne sait exactement le montant, mais entre 80 et 100 milliards d'euros selon certaines ONG ou certaines organisations professionnelles. Alors, cette évasion fiscale prend de multiples formes. Bien sûr, la politique de prix de transfert, qui est un mécanisme effectivement insidieux, qui peut amener les entreprises à surfacturer dans les flux internationaux les pays à fiscalité forte, comme la France, au bénéfice d'une remontée de résultats dans des pays à fiscalité plus faible. Voilà. Donc l'exemple de McDonald's que j'avais cité, effectivement, qui avait été d'ailleurs, le comité d'entreprise en 2016, était avant la réforme de 2017-18 qui a mis en place les CSE, avait été représenté par Madame Eva Joly et avait traité la plainte devant les services fiscaux français. Alors, ces mécanismes de fiscalité internationale ont amené effectivement les CSE, les organisations syndicales de salariés, à réfléchir sur justement le B et le C de la formule de participation. Cette formule de participation, c'est une formule de philosophie sociale et politique. Elle résulte de l'inspiration du catholicisme social du général de Gaulle en 1967, puisqu'on part du B fiscal. De ce B fiscal, on déduit 5% des capitaux propres, qui serait une rémunération juste de ceux qui engagent des fonds dans la création d'une entreprise, les actionnaires, et on le factorise en fonction des salaires et de la valeur ajoutée. Mais nous avons dans le Code du travail un article, justement, qui est cité L 3326.1, qui justement interdit de remettre en cause le B et le C dès lors qu'il est attesté par l'inspecteur des finances publiques ou le commissaire aux comptes. Alors, certains CSE et syndicats avaient engagé une QPC qui avait été admise par la Cour de cassation, mais finalement, le Conseil constitutionnel a jugé que cet article du Code du travail était constitutionnel et que dès lors que le B et le C étaient attestés, on ne pouvait plus le remettre en cause. Alors, cette optimisation fiscale dans les sociétés multinationales, au-delà de la problématique du prix de transfert que je viens d'évoquer, s'appuie aussi sur d'autres dispositifs qui peuvent fausser complètement le bénéfice fiscal français et par extension la participation des salariés. Les management fees facturés par le groupe, les contrats de redevances, les royalties, les contrats de commissionnaires. J'ai travaillé là récemment sur une société, filiale française d'une multinationale de l'informatique. Ces clients français, qui sont même des administrations publiques et des ministères, sont facturés par l'Irlande et les charges de la société française sont refacturées à l'Irlande, de manière à ce que le profit résultant de l'activité remonte en Irlande et on laisse en France un résultat qui correspond à un markup de 2-3% du mécanisme financier. Dans mon rapport d'expert comptable, je démontre qu'au lieu d'avoir un bénéfice fiscal de 10 millions d'euros, il devrait être de 100 millions d'euros. Et la direction ne conteste pas. Je fais un calcul économique pour montrer que la réalité du bénéfice économique
tiré de l'activité de cette entreprise en France est complètement faussé par ce mécanisme de contrat de commissionnaire. Donc, le rôle de l'expert comptable dans ces entreprises, justement, est de montrer la vraie contribution économique au résultat du groupe afin qu'il y ait un dialogue avec la direction. Et cela aboutit effectivement, on en est le témoin, souvent, à des accords de participation dérogatoires et à une compensation de cette participation minorée du fait de ces mécanismes fiscaux avec des mécanismes d'intéressement ou d'autres mécanismes de partage de la valeur. D'où l'importance de ces questions pour les filiales françaises de sociétés multinationales. Alors, il y a une grande nouveauté, hein, c'est effectivement aujourd'hui la déclaration pays par pays, à la suite des réformes difficilement obtenues, grâce effectivement aux travaux de M. Saint-Amand et de tous les experts qui l'ont conduit. Il y a aujourd'hui l'obligation d'avoir une déclaration pays par pays pour les groupes internationaux et qui doit amener effectivement à ce qu'on puisse avoir au niveau des CSE une information sur la part réelle du bénéfice réalisé dans chaque pays. Alors, cette déclaration, elle est destinée aux administrations fiscales. Elle ne concerne, bon, que les groupes importants, hein, qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont tenus d'établir des comptes consolidés. Voilà. Mais c'est déjà un progrès important. Il est prévu effectivement que cette déclaration pays par pays intègre la fameuse BDESE, la base de données économiques, sociales et environnementales, et que les élus puissent accéder à cette information dans la vie concrète des missions que je peux conduire, comme mes confrères et consoeurs. Je demande aujourd'hui effectivement la déclaration pays par pays. Elle doit être déposée par l'entreprise dans cette BDESE et elle va nous indiquer effectivement la quote-part de résultats réels qui est issue de l'activité de l'entreprise en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Danemark, etc. Voilà, pour poser les points clés, effectivement, de ces modifications et de ces réformes importantes. Voilà. Alors, la question que je me suis posée et qu'on va poser à M. Saint-Amand, c'est effectivement, bon, cet impôt minimum de 15% va amener à ce que le Trésor français récupère effectivement des ressources face aux différents mécanismes. Y aura-t-il des conséquences sur cette correction du B fiscal à travers les déclarations pays par pays? Et y aura-t-il effectivement un impact sur la participation des salariés qui est justement assis sur ce bénéfice fiscal? Voilà pour la présentation des points clés, effectivement, des sujets sur lesquels nous travaillons. Alors, je vais laisser la parole à M. Saint-Amand, hein, pour qu'il puisse effectivement nous expliquer tout le travail qui a été accompli au cours des 15 dernières années pour cette réforme justement de l'impôt mondial. Merci beaucoup, Monsieur Lejeune, c'était très clair. Et je ne suis pas sûr de pouvoir ajouter grand-chose à votre présentation, mais je vais quand même essayer de partager avec vous un peu l'histoire d'où on vient, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer, avec pas mal d'incertitudes d'ailleurs, et d'une manière qui soit utile pour vous en tant qu'expert de la comptabilité et du service au CSE pour qui cette information, je pense, nouvelle peut être importante et utile. Donc, merci beaucoup pour votre introduction. Je ne sais pas trop par où commencer, mais peut-être par les fondamentaux. Et j'essaierai de ne pas vous accabler pendant une heure entière, mais un peu moins pour qu'on ait plus de temps pour les questions-réponses. Il y a une sorte de plaisanterie pour les enseignants de fiscalité internationale. On commence le cours en disant, en fait,
Donc, il y a des étudiants qui sont inscrits pour faire de la fiscalité internationale et on commence le cours en disant ben, ça n'existe pas la fiscalité internationale. Ça n'existe pas parce que les pays sont souverains d'un point de vue fiscal, ils décident de ce qu'ils font en matière fiscale de façon souveraine et les régimes fiscaux sont conçus pour être purement domestiques. Ceci étant donné les relations internationales économiques, il y a eu, depuis la mise en place de la fiscalité directe, il y a un siècle, hein, on est à la fin de la Première Guerre mondiale, au début des années 20, il y a eu des frottements fiscaux résultant de la fiscalité directe, puisque la fiscalité directe, dans son principe, est qu'on taxe ses résidents sur une base mondiale. Donc, un résident français va être taxé sur une base mondiale. Ce n'est pas tout à fait vrai maintenant à l'impôt sur les sociétés, mais c'est le cas sur l'impôt sur les personnes physiques. Et on taxe les non-résidents sur les revenus qui prennent leur source dans notre pays. En d'autres mots, un Français va être taxable sur ses revenus français, enfin un résident de France. La fiscalité est tout sauf xénophobe, elle ne s'intéresse pas à la nationalité, elle ne regarde que la résidence. Donc un résident, qu'il soit français ou étranger de France, va être taxable sur ses revenus français et ses revenus mondiaux, et un étranger, un non-résident qui détient des actions Louis Vuitton qui lui sont payées, le dividende, c'est un revenu de source française qui va être taxable en France et dans le pays de résidence de la personne. Et ce faisant, vous voyez bien que vous créez de la double imposition. Et donc la fiscalité internationale a émergé dans les années 20, il y a un siècle, avec la Société des Nations qui a fait un modèle de convention fiscale visant à éliminer les doubles impositions. Ça, c'est le fondamental. Et ce modèle de convention fiscale, il prévoit quoi? Ben, il prévoit une façon pour les États de se répartir les impôts sur une transaction internationale, sur le paiement d'un dividende d'un pays à un autre. Ben, droit de taxer. Le pays source va pouvoir prendre X%. En général, sur les dividendes, le pays source peut prendre jusqu'à 15% de retenue à la source. Et le pays de résidence va taxer la totalité de ce dividende, mais va créditer l'impôt qui a été prélevé à la source. Ou alors, il va exempter le dividende puisqu'il y a déjà eu un impôt qui est payé. Et donc, c'est ça que prévoient les conventions fiscales. Et elles prévoient aussi deux autres choses importantes pour les entreprises. C'est à partir de quand une entreprise devient taxable dans un autre État si elle n'y est pas incluse. Et donc, c'est la définition de ce qu'on appelle l'établissement stable, vous y êtes sans doute familier, et l'établissement stable, il est défini par les conventions fiscales en général comme étant une présence significative dans le pays, ou pour un chantier, une présence de plus de 6 mois dans le pays, et vous avez tout un ensemble de règles beaucoup plus détaillées pour définir à partir de quand un pays a le droit de taxer. Enfin, vous avez ce qu'on appelle les règles de prix de transfert qui disent aux entreprises comment déterminer le prix des transactions internes. Je fais un service à moi-même, c'est-à-dire une filiale dans un autre pays me donne un service, à quel prix je le fais? D'un point de vue économique, on est dans la même entité économique, donc le directeur financier s'en moque, mais pas les pays. Les pays veulent avoir la part d'impôt qui leur revient, donc la part de bénéfice qui leur revient. Et en fait, le CFO, le directeur financier, il s'en moque pas parce que, étant donné les différences de fiscalité, vous avez intérêt à localiser vos profits dans les pays à faible fiscalité plutôt qu'à haute fiscalité. Donc les prix de transfert qui étaient une contrainte à l'origine, on oblige les entreprises à jouer à la marchande quand économiquement ça n'a pas beaucoup de sens. Si on prend l'entité économique dans son ensemble, c'est transformé, donc c'est une contrainte, on leur dit vous devez pour chaque entité séparée au sein du groupe faire des prix de transfert qui reflètent le prix de marché, comme si vous vendiez un tiers, et cette contrainte s'est transformée en opportunité, puisque les entités juridiques essayent en réalité maintenant d'optimiser les prix de transfert pour localiser les profits dans les entités qui sont elles-mêmes localisées dans les paradis fiscaux ou dans les pays qui taxent peu. Et donc, ces règles de fiscalité internationale établies il y a un siècle se sont révélées avec la mondialisation et la numérisation de l'économie de moins en moins pertinente. Vous avez à partir des années 80 la libéralisation de l'économie qui aboutit à la suppression des frontières, à la libéralisation des marchés de capitaux. Vous pouvez
bouger votre argent très facilement, vous avez moins de contraintes et de frontières en matière commerciale avec l'établissement de l'OMC et autres, vous avez beaucoup moins de contraintes en matière de gestion de votre finance parce que vous avez une financiarisation et une globalisation de l'économie et les frontières fiscales sont devenues les plus apparentes et les plus fortes. Et puis, en plus, vous faites l'harmonisation dans l'Union européenne, ou en tout cas, vous avez une harmonisation négative dans l'Union européenne, puisque les pays ont besoin de se mettre d'accord à l'unanimité pour changer les règles, et c'est quasiment impossible. Et donc, c'est la Cour de justice des communautés européennes qui va égaliser par le bas la législation des différents pays en disant, vous ne pouvez pas discriminer en vertu du principe de non-discrimination, vous ne pouvez pas discriminer le traitement d'un traitement fiscal d'un revenu selon la nationalité. Or, la Cour de justice va dire, lorsque je tire plus de 90% de mes revenus d'un pays, j'ai beau ne pas y en être résident, je dois être assimilé à un résident, et s'il y a une différence de traitement, alors c'est une différence basée sur la nationalité, c'est une discrimination déguisée et elle n'est pas autorisée. Ce faisant, la Cour de justice a supprimé un certain nombre de frontières fiscales au sein de l'Union européenne, et tout ça a fait que dans les années 80, 90 et 2000, on a un mouvement absolument massif d'optimisation fiscale de la part des groupes mondiaux, de la part des multinationales qui vont faire des arbitrages entre les différents pays et qui vont arbitrer les souverainetés les unes contre les autres. Donc, ce qui est à l'origine est je protège ma souveraineté fiscale, je fais ce qui me plaît dans mon pays, devient une fiction puisque les entreprises vont pouvoir déplacer leurs profits, faire de l'érosion des bases fiscales et des transferts de bénéfices vers les paradis fiscaux qui, dans les années 50, 60, 70, étaient un peu aux marges du système et qui vont devenir le cœur de réacteur de l'économie globale au cours des années 90 et 2000. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui BEPS, c'est l'acronyme anglais pour Base Erosion and Profit Shifting, l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices. Il faut la crise de 2007, 2008, vous vous souvenez, la crise des subprimes qui se traduit par l'effondrement de Lehman Brothers, pour que les pays réagissent, et ils vont réagir dans le cadre du G20 qui réunit les 20 grandes puissances économiques mondiales qui représentent 85% de l'économie mondiale, 70% de la population, et le G20 s'établit au niveau des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent pour la première fois le 15 novembre 2008. On est un mois après la faillite de Lehman Brothers pour essayer de sauver le monde. La fiscalité n'est pas responsable, les paradis fiscaux ne sont pas responsables de l'effondrement économique, c'est plutôt les marchés financiers, les abus sur les marchés financiers, mais les paradis fiscaux sont, comment dire, une sorte de scapegoat assez facile à utiliser, de bouc émissaire, et il est vrai que, c'est l'autre dimension, pour sauver le système financier, les États vont mettre des centaines de milliards, des milliers de milliards d'euros sur la table d'argent public. Or, les banques aident les contribuables à ne pas payer des impôts en offrant du secret bancaire en Suisse, à Singapour, à Jersey, aux Caïmans et dans de nombreuses autres juridictions. Et par conséquent, le G20 va s'attaquer à la régulation financière en mettant en place les principes je ne sais plus comment on dit en français, mais les principes de Bâle sur la liquidité des institutions financières, mais le G20 va s'attaquer à la fiscalité. Le premier volet, c'est de mettre fin au secret bancaire, et le second volet, c'est de s'attaquer à l'optimisation fiscale des entreprises. Et c'est là qu'on arrive à notre sujet. Donc le premier volet, c'est la fin du secret bancaire, et c'est l'OCDE. Il se trouve que j'ai rejoint l'OCDE en 2007 et que je propose au G20 de faire des blacklists, de blacklister la Suisse, parce que la Suisse est le pays qui est un peu le verrou du secret bancaire. Tant que la Suisse aura du secret bancaire, les autres pays auront du secret bancaire. Mais en blacklistant, et quand vous êtes le G20 et que vous représentez 85% de l'économie et que vous dites il ne faut pas faire ça, vous avez beaucoup plus de chances d'être entendu que si c'est juste la France qui aussi doit vendre des rafales à la Suisse et n'ose pas détériorer sa relation avec la Suisse. Donc vous avez un mouvement global qui va aboutir 15 ans plus tard
je fais du temps raccourci ici, à la fin absolue du secret bancaire et au fait que vous avez aujourd'hui de l'échange automatique de renseignements entre les pays. Je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, mais si vous avez un compte bancaire en Suisse, ce compte bancaire fera l'objet d'un reporting annuel à la France, un reporting sur le solde du compte bancaire, les transactions intervenues sur le compte, ce qui fait que la DGFiP récupère cette information et peut vérifier si vous avez déclaré ces revenus. Donc, il n'y a plus de secret bancaire. Mais assez vite, vous vous souviendrez peut-être du président français de l'époque, Sarkozy, qui dit les paradis fiscaux, c'est fini. Il dit ça en 2009, parce qu'on a sorti cette liste des paradis fiscaux sur le secret bancaire. Et en réalité, les paradis fiscaux, c'est pas fini. En 2012, vous aviez 2000 milliards de dollars de profits cumulés des entreprises américaines aux Bermudes et aux Caïmans. Et là, on voit bien que les paradis fiscaux, c'est pas fini. Et c'est là que commence la deuxième phase du travail du G20, que je leur propose en leur disant il faut s'attaquer à BEPS, Base Erosion Profit Shifting. Nous attaquons le sujet de l'optimisation fiscale dont je vous ai décrit les prémices au cours de l'évolution de l'économie mondiale et du fait que les entreprises, au lieu d'être contraintes par ces règles de souveraineté nationale et de prix de transfert, vont les utiliser à leur bénéfice. Alors, c'est quoi les schémas de l'époque? En 2012, vous avez de très nombreux schémas qui sont utilisés par les entreprises pour faire glisser leurs profits dans les paradis fiscaux. Vous avez en premier lieu l'utilisation des prix de transfert. Vous avez dans une économie en changement et dans une économie où la valeur se concentre sur ce qu'on appelle les incorporels, intangible, okay? Donc le know-how, la propriété intellectuelle, la marque, le savoir-faire, ce qui crée la valeur d'une chaussure Nike, c'est pas tellement la chaussure ni la fabrication, mais c'est le design et c'est le symbole Nike. C'est là que vous faites le maximum de profit. Et les incorporels sont des choses assez faciles par définition à bouger. Si c'est corporel, vous pouvez difficilement bouger votre usine, vous pouvez le faire. Vous pouvez fermer l'usine en France, dans le Nord, et établir une usine de textile en Thaïlande. Mais c'est encore plus simple de bouger des incorporels parce qu'il suffit de transférer la propriété du bien. Et les règles de prix de transfert, qui sont cette fiction que chaque entité juridique est une entité à part entière, ben vous pouvez faire des contrats entre vous-même ou une entité juridique de votre groupe français qui détient la propriété intellectuelle de la marque Louis Vuitton, ben en fait, vous pouvez transférer cette propriété à votre filiale en Suisse. Et il se trouve qu'en Suisse, la propriété intellectuelle est moins taxée. Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, envoyer toutes vos redevances pour utilisation de la marque dans votre filiale qui est en Suisse. Ce que faisaient les entreprises américaines, pour vous donner un autre exemple, vous développez le moteur de recherche Google, ben en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 1 milliard de capitaux propres dans une filiale aux Bermudes. La filiale aux Bermudes, elle est pas indépendante, c'est une filiale, mais elle a son entité juridique, elle est juridiquement différente, elle a du capital, et cette entité, elle va financer la recherche et le développement qui se passe à Mountain View en Californie. Et ce financement, vous voyez que vous avez un schéma circulaire, hein, c'est Google Mountain View qui met 1 milliard aux Bermudes, et ce milliard, il revient aux États-Unis pour financer la recherche et le développement. Mais comme c'est la filiale des Bermudes qui détient la propriété et qui finance le développement de la propriété intellectuelle, c'est cette filiale qui récupérera tous les profits faits sur l'utilisation du moteur de recherche dans le monde. Alors, hors États-Unis, parce que là, c'était un peu abusif ou trop abusif pour Google. Donc, ils ont gardé la propriété intellectuelle du moteur de recherche aux États-Unis, en Californie. Donc, quand j'utilise le moteur de recherche aux États-Unis, la propriété intellectuelle reste aux États-Unis, mais si j'utilise le moteur de recherche en France, donc toute la publicité qui est générée en France, elle est bookée en Irlande, parce que ça va permettre de la taxer moins. Je vais utiliser une entité hybride qui fait d'ailleurs que ce n'est pas irlandais, c'est bermudéen, donc la publicité enregistrée en France, elle est même pas taxée en Irlande, parce qu'elle quitte l'Irlande via une structure hybride vers les Bermudes, mais c'est les Bermudes qui sont la propriétaire, parce que dans un monde de pleine concurrence, en fait, si je finance une propriété intellectuelle, c'est moi qui en suis le propriétaire. Et donc, vous voyez que l'évolution
de l'économie avec plus de valeur sur la recherche et le développement et la propriété intellectuelle d'un côté, et deux, des règles de prix de transfert qui peuvent être assez facilement contournées, ont abouti à cette concentration des profits dans les paradis fiscaux. Deux types de paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, il ne se passe absolument rien. Vous avez juste ce qu'on appelle en anglais des cash box, c'est-à-dire vous avez une société incorporée, mais vous avez un directeur local qui est embauché à 10% de son temps, à qui vous versez 10 000 $ par an et qui est censé donner une existence juridique à cette entité qui n'a aucune substance. Et puis vous avez des paradis fiscaux qui sont un peu plus vers la substance, l'Irlande, la Suisse, Singapour, le Luxembourg, où en fait vous allez mettre des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes, mais le profit qui va être localisé ne sera pas proportionné au nombre, à la substance que vous y mettez. Il sera bien plus élevé que ce que la substance dans ces pays aurait justifié. Et tout ceci s'accompagne de techniques. Je vous en donne une dernière, enfin deux dernières à titre d'exemple. Vous avez par exemple les fonctions de distribution. Et ça, c'est une problématique très dont la France a souffert, que vous avez peut-être vu au cours de votre pratique. Vous avez un groupe américain, peu importe le nom, ils l'ont tous fait, qui avait en France de la distribution. Donc, vous vendez des chaussures, vous vendez ce que vous voulez, un bien physique. Vous avez des fonctions de distribution. Et fonctions de distribution, vous prenez des risques quand vous faites de la distribution. Le risque d'invendu, le risque de change, les retours de malfaçon. Et donc, les fonctions de distribution, jusque dans les années 90, elles généraient un retour significatif. Il y avait des règles de prix de transfert qui prévoyaient que vous faites un resell minus et vous devez récupérer une des marges qui était entre 15 et 20%. Bon, eh bien, à la fin des années 80, au début des années 90, cette optimisation fiscale et l'utilisation des paradis fiscaux, parce qu'il était plus facile d'aller aux Pays-Bas, qui était un pays qui était très utilisé, ou en Irlande, ou au Luxembourg, ou en Suisse, pour parler des Européens, ou à Hong Kong, ou à Singapour, si vous êtes du côté asiatique. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les entreprises ont dit, en fait, il ne s'agit plus vraiment d'un distributeur. Il s'agit d'un low-cost distributor, low-risk distributor. En fait, par des systèmes contractuels, toutes les fonctions risquées qu'exerçait le distributeur, ont été passées à un distributeur principal, lui, localisé dans un paradis fiscal. Et donc, les fonctions que je mentionnais, qui étaient un peu plus à risque, d'invendu, les fonctions de taux de change, de risque de change, toutes les fonctions à risque ont été transférées dans la nuit, par contrat entre la France et les Pays-Bas, c'est un cas que j'avais vu quand j'étais à Bercy, et la marge du distributeur français, qui est censé, en vertu des règles de prix de transfert, refléter le niveau de risque pris par le pays, eh bien la marge passe de 20% à 3%, parce que vous avez transféré un peu fictivement les risques. Alors au début, c'était fictif, c'était juste par contrat. Ensuite, ils ont transféré les personnes. Et les règles de prix de transfert disaient, ah ben non, en fait, low risk distributor, un distributeur à faible risque, ça a 3% parce qu'il prend une commission. Il prend une commission de 1% sur les ventes, mais il ne prend pas le profit résiduel qui est lié au fait, est-ce que vous êtes un bon distributeur ou pas. Ce profit résiduel, il est transféré aux Pays-Bas. Et l'autre technique qui allait avec, c'est qu'aux Pays-Bas ou en Irlande, vous aviez des structures hybrides qui étaient aux Pays-Bas en théorie, en droit, mais en réalité, ou plutôt en même temps, aux Bermudes. Donc, l'hybridité des structures permettait au groupe américain d'échapper au dispositif anti-abus américain, parce que les Américains voyaient une structure des Pays-Bas, mais cette structure, elle était hybride et elle était considérée par les Pays-Bas comme aux Bermudes. Et donc, le profit pour les Américains était aux Pays-Bas, et donc les Américains n'appliquaient pas leur dispositif anti-abus, mais pour les Pays-Bas, il était aux Bermudes, et donc ce n'était pas taxable. Et comme les Pays-Bas n'avaient pas de frontières extérieures, parce qu'ils voulaient faciliter ce type d'investissement, vous avez la recette parfaite pour localiser tous les profits en Irlande, aux Pays-Bas et ailleurs. Donc, je vous ai décrit un peu la situation quand on lance le projet BEPS en 2012. Et c'est là que je dis au G20, si vous voulez vraiment mettre fin aux paradis fiscaux, il faut changer toutes ces règles. Et donc, on a pendant 2 ans, et c'est un temps extrêmement court pour changer des règles, parce que pour changer les règles internationales, il ne suffit pas d'écrire un papier en disant voilà ce qu'il faut faire, il faut que tous les pays concernés se mettent d'accord
c'est par consensus. Et pourquoi il faut qu'ils se mettent d'accord? Parce que chaque pays est souverain, et s'il n'est pas lié, rien ne se passe. Et donc, il faut une dynamique. Et évidemment, cette dynamique, elle met des pays qui n'ont pas les mêmes intérêts. L'Irlande, la Suisse et les paradis fiscaux, ils n'ont aucun intérêt à changer les règles, parce qu'ils sont les grands gagnants. La France, l'Allemagne et les autres, ils ont intérêt à changer les règles. Mais ils ne sont pas forcément alignés, parce que les États-Unis, eux, ont leurs propres problématiques. Et par ailleurs, aux États-Unis, vous négociez avec le Trésor, mais c'est le Congrès qui a le pouvoir de changer les lois fiscales. Et le Congrès, il n'est jamais lié par les négociations du Trésor. Et le Congrès américain ne change jamais une législation interne du fait d'un accord international. Vous connaissez les États-Unis et leur côté impérialiste, mais qui est que mes règles doivent s'appliquer au reste du monde, mais les règles du monde ne me concernent pas, même quand j'y ai acquiescé. Et donc, vous avez une négociation très compliquée qui se complique encore plus parce que comme on est dans le G20, on n'est plus seulement entre pays de l'OCDE, mais vous incluez des pays du Sud, la Chine, enfin des pays du Sud. La Chine n'est pas vraiment dans le Sud géographique, mais elle est dans le Sud géopolitique. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Argentine, vous avez le Brésil, vous avez l'Indonésie, vous avez un certain nombre de pays qui ne sont pas membres de l'OCDE et qui ont leur propre vue du monde en disant nous, on est des pays en voie de développement, donc on importe des capitaux et on veut taxer davantage à la source. Quand les pays développés disent non, nous, on ne veut pas que les profits aillent dans les paradis fiscaux, mais on ne veut pas non plus qu'ils aillent ou qu'ils soient taxés dans les pays de source, parce que nous sommes des pays de résidence. Pays de résidence, voulant dire, nous avons les multinationales chez nous, et ces multinationales, elles investissent en Chine. On ne veut pas que la Chine ramasse les profits sur les sacs Louis Vuitton qu'on y vend. Donc on est d'accord, nous Français, pour dire que le profit ne doit pas être à Hong Kong, il doit être en France, mais on ne veut pas qu'il soit taxé en Chine. Et les Chinois disent, on est d'accord, on ne veut pas qu'il soit à Hong Kong, mais on veut qu'il soit taxable en Chine parce que la valeur, elle est créée par l'achat du sac, et les Français disent non, la valeur est créée par le bon goût français, et le bon goût français, il n'est pas chinois, et donc c'est nous qui devons le taxer. Je simplifie un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc vous avez 2 ans de travaux d'arrache-pied avec un soutien du G20 qui aboutit à des changements assez profonds de règles. Et ce que vous avez exposé, Monsieur Lejeune, c'est une des 15 mesures du plan BEPS. Dans les 15 mesures du plan BEPS, vous avez des mesures qui visent à mettre fin aux abus des produits hybrides, des pratiques fiscales dommageables, de l'utilisation de zéro fiscalité. Vous avez des mesures qui essayent de réparer les traités internationaux, les conventions fiscales internationales, sous l'aspect de la définition d'établissement stable et sous l'aspect des prix de transfert, en disant, si vous êtes, je reprends mon exemple de la Bermudéenne qui fait le financement du moteur de recherche Google, disant, si vous aviez juste les financements et que vous n'avez pas les personnes qui contrôlent et les chercheurs et autres, vous ne pouvez pas vous attribuer le profit. Donc, c'est une interprétation plus stricte des règles de prix de transfert qui dit vous devez avoir non seulement les risques, mais aussi les personnes qui gèrent les risques. Vous ne pouvez pas juste avoir les risques de façon contractuelle chez vous. Et donc, vous avez un raffinement des prix de transfert, mais pas suffisant pour vraiment mettre fin aux abus. Et puis, vous avez enfin des mesures qui visent à améliorer la transparence en disant, si vous êtes un groupe multinational, vous avez votre vision globale. Si vous êtes l'administration française, vous avez votre vision locale. Ce que vous voyez, c'est l'entité française et les relations entre l'entité française et les autres pays avec lesquels l'entité française est en relation. Donc, vous allez voir la transaction entre la France et l'Irlande. Mais vous n'allez pas voir la transaction entre l'Irlande et les Bermudes. Or, c'est là que se trouve le risque parce que l'Irlande ne va pas taxer, ça vous ne le savez pas, parce que vous voyez juste un flux partir en Irlande et vous ne savez pas que ça finit aux Bermudes sans fiscalité. Or, pour faire votre évaluation du risque, il faut que vous ayez la vision globale. Et cette vision globale, vous ne pouvez l'avoir que par un mécanisme qu'on appelle le reporting pays par pays. Le reporting pays par pays, c'est une obligation des entreprises de dévoiler aux administrations fiscales quel est leur reporting pays par pays. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez mettre autant de lignes que de pays dans lesquels vous opérez, et les colonnes sont votre chiffre d'affaires, votre profit, les impôts qui sont dus, les impôts qui ont déjà été payés, le nombre de personnes que vous employez, et enfin les actifs, et vous devez différencier les transactions internes et les transactions externes, c'est-à-dire les prestations de services intra-groupe, mais aussi les ventes au tiers. Et ce reporting pays par pays, il est censé vous donner une indication du risque. Si vous avez 10 employés au Luxembourg,
mais la moitié du profit est réalisé en Europe, alors que vous avez des milliers de personnes en France et en Allemagne, et que vous avez très peu de profit, vous pouvez vous dire, il y a un blême, il y a un problème, il y a une difficulté qui révèle que l'entreprise a localisé au Luxembourg quelque chose qui ne devrait pas y être. Donc, ça vous donne une évaluation du risque. Et ça, ce reporting pays par pays, il a été rendu obligatoire pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros annuels, global. 750 millions d'euros, pourquoi ce seuil? On y a pas mal travaillé. C'est parce qu'il permet d'attraper 80% du profit mondial, c'est-à-dire les entreprises qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires sont des entreprises qui cumulent plus de 80% du profit des multinationales. Donc, vous avez une très forte concentration dans une population qui est de l'ordre de 9 000 à 10 000 entreprises. Et la raison pour laquelle on ne s'est pas trop soucié des autres, c'est que elles sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses. Vous avez des centaines de milliers d'entreprises qui ne représentent que 20%. Et ces obligations, elles sont assez lourdes en réalité. Il y a des coûts de compliance, de conformité qui sont élevés. Et donc, il a été décidé de se concentrer, là, vous avez le profit, plutôt que d'embêter des entreprises qui peuvent faire du profit shifting, de l'optimisation fiscale, mais qui représentent un moindre risque. L'autre aspect important de la règle, c'est que, et c'était la condition qu'avaient posé le Japon, l'Allemagne et les États-Unis à l'accord sur le CBCR, hein, c'est l'acronyme anglais, Country by Country Reporting, c'est que ce CBCR ne pouvait pas être public. Il fallait qu'il soit limité aux administrations fiscales, par un mécanisme un peu compliqué qui protège la confidentialité. Je suis une entreprise française, je remplis mon CBCR et je l'envoie à l'administration fiscale française, qui va l'envoyer ensuite à tous les pays concernés lorsque nous avons une convention fiscale ou un accord d'échange de renseignements qui protège la confidentialité de l'information. C'est que l'administration fiscale qui reçoit cette information, aux États-Unis, en Chine, en Thaïlande ou au Burkina, ne peut pas la rendre publique ou doit vraiment protéger la confidentialité. Et si elle ne le fait pas, elle perd le droit de récupérer l'information. Et puis, dans les mesures BEPS, je vais revenir sur le CBCR dans un moment, dans les mesures BEPS, vous aviez le constat que les règles fiscales internationales, elles sont dans des conventions fiscales, dans des traités fiscaux. Les traités fiscaux, ils limitent votre capacité à bouger. Vous voulez taxer Google en France, mais vous ne le pouvez pas parce que Google n'a pas d'établissement stable et votre convention fiscale avec l'Irlande ou avec les États-Unis prévoit que vous ne pouvez taxer que lorsqu'il y a un établissement stable. Donc, vous êtes bloqué. Les conventions fiscales sont bloquantes. Quand vous voulez réparer la définition d'établissement stable ou les règles de prix de transfert, vous devez changer vos conventions fiscales. Et ça prend des années. J'ai été négociateur de conventions fiscales. Entre le moment où vous commencez une négociation et le moment où la convention entre en vigueur, il y a en moyenne 3 à 5 ans. Et donc, il y avait urgence, la maison brûlait, on disait « Ah, mais on va changer toutes ces règles, il faut les changer, tout le monde est d'accord, mais ça va prendre 5 ans. » Et là, on a conçu un nouveau mécanisme qui est de dire « Ben non, si vous êtes tous d'accord, il n'y a pas besoin de faire de la négociation bilatérale, de remettre tout à plat et de le faire avec les 140 pays avec lesquels la France a une convention fiscale, mais on va faire un instrument multilatéral qui va refléter l'accord, parce que tout le monde est d'accord sur les nouvelles dispositions, et il suffit de signer cet accord multilatéral, il est multilatéral, et de faire du matching. Et donc, vous allez modifier comme ça d'une pierre, non pas 2 coups, mais d'une pierre 1500 ou 2000 coups. C'est-à-dire que toutes les conventions fiscales vont pouvoir être changées en un seul coup. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, cette convention multilatérale, cet accord multilatéral, MLI, Multilateral Instrument, instrument multilatéral. Je n'ai plus les chiffres, mais il a été signé et ratifié par près de 100 pays. Donc, vous avez plus de 3000 conventions fiscales, je crois, qui ont fait un petit peu moins. On doit être à plus de 2000 conventions fiscales sur les 3000 existantes qui ont fait l'objet d'une modification. Alors, ça, on est en 2015. Et puis, on met en place un cadre inclusif qui est aujourd'hui à 170 pays pour vérifier la bonne application de ces accords. Ce cadre inclusif, il a bientôt 10 ans. En tout cas, les règles BEPS ont bientôt 10 ans et le cadre inclusif va bientôt célébrer ces 10 années. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché pendant BEPS? Qu'est-ce qui a marché et que vient faire le CBCR dans ce paysage? Ce qui a marché dans ce paysage, c'est la fin des produits hybrides, c'est la fin des rulings secrets au Luxembourg,
c'est le durcissement des règles de prix de transfert. C'est l'arrêt de l'utilisation des traités fiscaux. Vous vouliez investir en Inde, vous passiez par l'île Maurice avec une entité sans substance à l'île Maurice, mais toutes les plus-values que vous faisiez en Inde, pardon, étaient taxables à l'île Maurice, mais elles n'y étaient pas taxées. Et elles n'étaient plus taxables en France. Et donc tout ça, c'est fini. Donc il y a eu un vrai changement. Les choses faciles ne sont plus possibles, elles sont illégales. Ce qui était légal est devenu illégal. Donc, vous avez un vrai changement qui s'est traduit par un changement de comportement des entreprises. Néanmoins, il y a des faiblesses importantes dans BEPS, notamment sur les prix de transfert, qui peuvent toujours être utilisés pour optimiser. Il y a eu des changements de comportement. Le cas que je vous indiquais entre les Bermudes et l'Irlande, ben en fait, vous n'avez plus les Bermudes, mais vous avez mis plus de substances en Irlande. Donc, en fait, les États-Unis ont délocalisé des chercheurs de Mountain View en Irlande pour y mettre plus de profits. Là où mon objectif était de réaligner les profits avec les activités, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réaligné les activités avec les profits. C'est-à-dire, on s'est dit, les profits sont en Irlande sous-taxés, ben, on veut qu'ils y restent, il faut mettre plus de substances, qu'à cela ne tienne, on met plus de gens en Irlande parce que le jeu en vaut la chandelle. Ça n'a pas bien marché. Il y a une autre action que je n'ai pas mentionnée, mais qui est très connue en France, c'est de dire, mais je veux taxer les entreprises de numérique. C'est la taxe Google, dont le ministre des Finances, Le Maire de l'époque, depuis 2017, avait fait une obsession en disant je veux taxer Google. Ce n'était pas que Le Maire, ses prédécesseurs étaient sur la même ligne. Or, pour les raisons que je vous ai indiquées, l'absence d'établissement stable, vous ne pouviez pas les taxer. Et même si vous avez un établissement stable ou une filiale, les profits, ils sont enregistrés en Irlande pour l'Europe ou à Singapour pour l'Asie, et donc ils ne sont pas taxables en France. Et les conventions fiscales ne vous permettent pas de bouger. Et l'action 1 du plan d'action BEPS visait à taxer ce type d'activité, mais les États-Unis ont mis leur veto. Et donc, voilà, vous avez une énorme frustration en 2015 en disant on ne peut pas régler ce problème-là. Et donc, va se développer à partir de 2017 jusqu'à 2021 une nouvelle vague, je dirais que c'est la troisième vague ou la troisième vague, hein, après la fin du secret bancaire et BEPS. Vous avez une poursuite des travaux sur deux fronts. Le premier front, c'est les prix de transfert, en disant il faut qu'on répare les prix de transfert parce qu'il n'est pas normal que les pays où se trouve la propriété intellectuelle, où se trouve l'incorporel, où se trouvent les profits résiduels, hein, pour utiliser différentes expressions, récupèrent tout. Et donc, il faut mieux répartir les choses et les règles actuelles de prix de transfert, elles ne le permettent pas. Donc, il faut peut-être introduire un peu de formule et ne pas être lié seulement sur le principe de pleine concurrence qui veut que je fasse ma transaction au prix de marché, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'est le prix de marché sur un incorporel. Et surtout, les pays de consommation, ils récupèrent moins que les pays où est la propriété intellectuelle. Donc, il faut changer ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le pilier 1, qui va faire l'objet d'un accord de principe le 8 octobre 2021. Et le pilier 2, en fait, c'est ce que vous avez décrit dans votre exposé, la mise en place d'un impôt minimum mondial, en disant on peut faire ce qu'on veut, on a toujours de l'optimisation fiscale, donc la façon de s'en sortir, c'est de mettre un plancher à la concurrence fiscale. De dire que si les profits sont taxés en dessous de X% dans un pays, ben quelqu'un va prendre la différence. La raison pour laquelle ce pilier 2 a émergé et n'avait pas émergé pendant la discussion BEPS, c'est qu'en fait, le pilier 2, l'impôt minimum mondial, il est introduit en 2017 par l'administration Trump. C'est l'administration Trump qui fait une réforme fiscale aux États-Unis, il passe l'impôt sur les sociétés de 35% à 21%, mais pour financer ça, ils sont obligés d'augmenter la base fiscale. Ils vont appliquer BEPS, paradoxalement, une partie des mesures BEPS, la sous-capitalisation, la fin des produits hybrides, mais ils vont aller plus loin en mettant cet impôt minimum mondial. Alors, l'impôt minimum mondial, il l'appelle GILTI, qui veut dire coupable en anglais, c'est Global Intangible Low Tax Income, et ce GILTI, il prévoit que si les entreprises américaines ont, en dehors des États-Unis, des profits taxés en dessous de 10,5%, alors les États-Unis prendront la différence. Donc, c'est le principe d'un impôt minimum mondial. Et ce que vont faire les Européens après la réforme fiscale américaine, de dire, nous aussi, on veut un impôt minimum. On n'a pas été capable de l'avoir
pendant la discussion BEPS, parce que les États-Unis n'en voulaient pas, on n'était pas capable de l'adopter. Maintenant que les États-Unis l'ont adopté, on le veut, mais on le veut mieux que les États-Unis, plus fort, parce que les États-Unis, comme je vous l'ai dit, c'est si vos profits en dehors des États-Unis sont taxés à 10,5% en moyenne. Donc, si vous êtes au Caïman à 0 et en France à 25, vous êtes à 12,5% en moyenne, hein, si vous avez vos profits partagés entre ces deux pays, de façon théorique. Et ce que disent les Français, les Allemands et les autres, c'est non, nous, on veut un mécanisme où, si vous avez des profits au Caïman, même si vous avez aussi des profits en France, en Allemagne et ailleurs, les Caïmans sont à 0. Nous, on veut prendre la différence. Et la discussion pendant longtemps a été sur le taux, la différence sur le taux. On était à 12,5% parce que l'Irlande était à 12,5% et qu'on pensait que l'Irlande mourrait sur les 12,5%, c'est-à-dire qu'ils ne se mettraient jamais d'accord sur un taux plus élevé. Mais quand Trump est parti et que Biden est arrivé, Biden en a fait sa priorité, Biden a dit il faut que ce soit 21%. 21%, il n'y avait pas de chance. Après quelques temps, on s'est fixé à 15% et les États-Unis ont été capables de tordre le bras de l'Irlande et d'obtenir un taux de 15%. Dernier point, vous êtes des comptables, c'est très important parce que ce taux de 15%, c'est un taux qui n'est pas fiscal, c'est un taux qui reflète les données comptables, c'est-à-dire c'est un taux effectif. On va regarder sur la base de la compta telle qu'elle est déclarée au régulateur financier, on va regarder quel est le taux effectif. Donc, vous prenez le montant d'impôt payé et le bénéfice déclaré, pas le bénéfice calculé selon les règles fiscales. Et ça vous donne le taux effectif d'imposition. Ce qui veut dire que si vous avez des exemptions, vous avez un tax holiday, vous êtes dans une zone franche, vous êtes à 0 et donc on va prendre la différence jusqu'à 15%. Ceci a fait l'objet d'un accord le 8 octobre 2021, le pilier 1, donc sur cette nouvelle répartition des droits d'imposer, qui consiste à dire, en fait, on va regarder la rente des entreprises, c'est-à-dire les profits au-dessus de 10%, et un quart de cette rente va être réalloué de façon forfaitaire au pays où se trouvent les consommateurs, sur une clé qui est basée sur les ventes. Donc, si la France représente 2% des ventes de Google ou de la publicité faite par Google, eh bien la France aura droit à 2% d'un quart du profit de Google. Alors, un quart au-dessus de 10%. D'accord ? Et donc, ça sera réalloué à la France après le jeu de règles de prix de transfert. La France récupérera ça. Alors, où est-ce qu'on prend ces 2% ? Parce qu'ils ont été loués quelque part. On prend là où la profitabilité était la plus élevée. C'est-à-dire, on va les prendre en Irlande. Et l'Irlande va devoir renoncer à ces 2% et aller passer à la France, qui a le droit de taxer. Ça, c'est l'accord. Le problème de cet accord, c'est que pour être appliqué, il doit être transcrit par une convention multilatérale. Et cette convention multilatérale, il faut que les États-Unis la signent parce que c'est là que se trouve l'essentiel des profits. Or, les États-Unis, pour les raisons que je vous ai indiquées, vous négociez avec le Trésor, mais vos vrais interlocuteurs, c'est le Congrès. Le Congrès n'a aucune intention de ratifier un accord, d'autant qu'un accord international, à la différence d'une loi interne, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, une loi interne, elle n'est pas votée à 50%, elle est votée à 60% du Sénat. Il faut 60 sénateurs pour voter une loi interne, sauf exception, ce qu'on appelle les lois de Reconciliation Acts, mais qui sont très limitées. Mais les conventions internationales, notamment fiscales, elles doivent être ratifiées par les 2/3 du Sénat. Donc il faut au moins 67 sénateurs. Et ça, c'est totalement impossible, surtout aux États-Unis où le bipartisanisme est un peu mort. Et donc vous avez un accord, mais il ne peut pas être appliqué. Et donc, que font les pays dans ce cas-là, et ce qu'a fait la France, ce qu'avait fait Bruno Le Maire avant même que l'accord soit négocié, c'est de faire des digital service taxes, des taxes sur les services numériques. Vous dites, je ne peux pas taxer le profit de Google, je vais prendre 3% sur toutes les transactions, un peu comme une TVA ou un ajout à la TVA, parce que la TVA est collectée. Ce qui donne l'impression de taxer Google, ce n'est pas tout à fait exact, parce que Google, en fait, va passer ce coût à ses consommateurs. Donc, Pizza Yolo du coin qui fait de la publicité, il va devoir payer les 3%. Mais ça donne politiquement l'impression que vous avez taxé Google. Et les États-Unis disent, si vous taxez avec des DST, on va prendre des mesures de rétorsion commerciale. Biden les avait suspendus du fait de la négociation de l'accord du pilier 1. Trump, en arrivant, va sanctionner les pays qui ont des digital service tax comme un des éléments de la guerre commerciale qui s'annonce. Le pilier 2, lui, est appliqué. Pourquoi ? Parce que le pilier 2, vous pouvez le faire par des changements
de législation interne. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait des modèles de législation interne qui sont coordonnés. Mais si vous appliquez ce modèle, vous pouvez taxer les profits des multinationales. Vous avez trois niveaux pour ça, pour s'assurer que ça marche, même si tous les pays ne l'appliquent pas. Vous êtes la France, vous allez faire ce qu'on appelle une règle pardon, j'ai utilisé l'anglais, je n'ai pas le français en tête, mais Income Inclusion Rule. Vous allez inclure dans les profits de la boîte, les profits qui sont réalisés à l'étranger et taxés en dessous de 15%. Donc, si vous êtes Louis Vuitton, vous allez être taxé sur les profits que vous auriez aux Bermudes à 0%. La France va prendre les 15% d'écart, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent. Mais la deuxième lame, c'est un rasoir à 3 lames, si vous voulez. La deuxième lame, c'est que les Bermudes vont dire, attendez, les Français prennent ça, le profit il est chez moi, c'est moi qui vais faire un QDMTT, Qualified Minimum Top-Up Tax. Donc j'introduis une taxe supplémentaire ou j'introduis un impôt aux Bermudes, il n'y en avait pas, et je prends moi-même les 15%. Et puis, tout ça est bel et bon, mais les États-Unis, ils n'appliquent pas le pilier 2 parce que Biden a échoué à convaincre le Sénat de le faire. Et donc là, vous dites, les États-Unis, ils échappent. Ils ont leur propre guilty, mais qui est un peu en dessous de 15%, il est à 10%. Eh bien, et il est sur une moyenne mondiale et non pas par pays. Donc, ils taxent moins. Eh bien, si les États-Unis n'appliquent pas, vous avez une troisième lame du rasoir qu'on appelle un Under-Tax Payment Rule qui fait que la France dit, moi, j'ai Google qui fait du business chez moi. Et Google a toujours du profit aux Bermudes à 0. Les Bermudes ne le prennent pas, les Bermudes vont le prendre. Disons Panama. Panama n'applique pas et les États-Unis n'appliquent pas. Donc Google a toujours un avantage fiscal. Eh bien en fait, moi, en tant que pays de marché, je vais prendre le profit de Google qui est au Panama, même si Google n'est pas une société française. Ça s'appelle l'Under-Tax Payment Rule. Donc ce n'est pas que la France, c'est tous les pays qui appliquent le pilier 2. Ils vont prendre l'impôt sur les multinationales de pays qui ne l'appliquent pas. Il se trouve que la Chine et les États-Unis n'appliquent pas le pilier 2, mais se seront soumises à l'impôt minimum mondial du fait de cette troisième lame du rasoir qu'on appelle des Under-Tax Payment Rule. Tout ça pour vous dire que on a aujourd'hui 50 pays qui appliquent le pilier 2, mais on a 90% des multinationales qui sont soumises au pilier 2, y compris les multinationales américaines et les multinationales européennes, en sachant que les États-Unis de Trump n'aiment pas du tout cette idée que les Européens taxent les entreprises américaines et ils font des menaces de mesures de rétorsion commerciale si l'Europe continue à taxer les profits des entreprises américaines. Ça commence en 2025, donc 2025 sera une année intéressante. Je finis en revenant sur le reporting pays par pays, qui est le sujet principal d'aujourd'hui. Vous avez vu que les règles de fiscalité internationale ont changé profondément. Vous êtes passé d'un monde où il n'y avait pas de coopération fiscale, où les administrations ne se parlaient pas, à un monde où vous avez 2 organisations internationales, le Forum mondial sur la transparence, le cadre inclusif sur BEPS, elles sont basées à l'OCDE, je les ai créées, elles ont plus de 150 membres, et ces pays-là se voient pratiquement sur une base mensuelle, parfois même plus souvent. Les administrations fiscales se parlent, les administrations fiscales échangent des renseignements sur les particuliers, mais aussi sur les multinationales. Les administrations fiscales ont des règles communes. Vous avez même pour l'application du pilier 2, a Global Information Return, c'est-à-dire que les entreprises ne feront qu'une déclaration à une administration fiscale et cette déclaration, elle sera accessible à toutes les autres administrations fiscales. Le monde a changé. Le temps où vous pouviez vivre heureux et caché en faisant vos petites affaires, c'est fini. Les administrations fiscales se parlent et elles continuent à le faire malgré la fragmentation géopolitique actuelle. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que les règles, elles ont changé. Vous ne pouvez plus optimiser facilement, vous ne pouvez plus déplacer vos profits. Vous pouvez toujours le faire, mais c'est beaucoup plus difficile et vous prenez beaucoup plus de risques. La dernière leçon, c'est que, et avec l'impôt minimum mondial, vous avez un plancher qui a été fixé. La dernière leçon, c'est que tous ces travaux ont été faits avec beaucoup de pression politique, d'attention politique. Moi, j'ai assisté à toutes les réunions du G20 avec les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Finances, et il y avait énormément d'intérêt. Et cet intérêt, il résulte de la suite de la crise financière, mais aussi de l'intérêt du public. Moi, quand j'ai commencé en fiscalité, ma sortie de l'école en 1996, dans les dîners, c'est l'optimisation fiscale. C'était oui, moi j'ai de l'argent au Luxembourg, machin. J'ai jamais fait des dîners de ce type, mais c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, la perception a beaucoup changé. Il n'est pas chic de dire je fais de l'évasion fiscale pour une personne comme pour une entreprise. Vous prenez un risque réputationnel élevé. Et je reviens au reporting pays par pays. Comme je vous l'ai dit, la règle établie en 2015, c'était une règle qui n'était pas publique, c'était pour les administrations fiscales. Mais les ONG
mais aussi le mouvement de syndicalistes mondial qui est représenté à l'OCDE par le TUAC, Trade Union Advisory Committee, donc le comité, le conseil des syndicats auprès de l'OCDE. Ces organisations ont dit il faut que cette information elle soit publique. Le vrai changement d'entreprise interviendra quand elle risque d'être sur la première page du Financial Times, du Wall Street Journal ou du Monde pour un scandale fiscal. Et donc, on veut que ces informations soient publiques. Mais l'accord, comme je vous l'ai dit, c'était la condition posée par les États-Unis, le Japon et l'Allemagne notamment, c'était que cette information ne devait pas être publique. Et donc, elle ne l'est pas encore, mais vous avez le Parlement européen qui a dit que cette information, elle devait être publique. Et donc, le Parlement européen a adopté il y a 2 ans une directive, ou 3 ans une directive, par laquelle le reporting pays par pays, non pas pour tout le monde, mais pour les pays membres de l'Union européenne. Donc, si vous avez une entreprise américaine ou australienne ou chinoise ou européenne qui est dans l'Union européenne, eh bien, pour les 27 pays membres de l'Union européenne, devoir déclarer publiquement votre reporting pays par pays. Et puis pour le reste, vous faites une 28e ligne qui est agrégée, mais si vous êtes dans un paradis fiscal listé ou en Russie, vous devez donner ces informations sur le chiffre d'affaires, le profit, les impôts, le nombre d'employés pour ces pays. Et ça, cette obligation, elle va porter sur les comptes 2024, publiée en 2025 ou 2026, en 2025 si vous êtes en 2024, et vous avez 1 an pour rendre public votre reporting pays par pays. Et ça, c'est un changement assez fondamental parce que vous allez avoir accès à cette information. Vous, en tant que conseiller d'un CSE, vous allez avoir accès à cette information. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Lejeune, vous allez pouvoir dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe au Luxembourg? Quelles sont les règles de prix de transfert qui ont abouti à ça? Et ça va vous permettre de faire un peu de pression publique, d'utiliser la presse, d'utiliser les syndicats pour dire c'est pas normal. Et c'est la pression publique qui va générer de la pression politique qui peut changer les choses. Vous avez l'Europe qui a fait ça, vous avez l'Australie, juste avant vous, j'étais dans un call avec l'Australie. L'Australie a adopté le 29 novembre, donc il y a quelques jours, une législation mettant en place le reporting pays par pays. Alors, eux, ils sont encore plus exigeants que l'Europe, puisqu'ils capturent des pays comme Hong Kong, Singapour et quelques pays bien connus pour être à faible fiscalité. Et donc, les entreprises vont devoir déclarer ça. Mais une entreprise mondiale qui est à la fois en Europe et en Australie, elle va devoir donner une vision assez détaillée et assez globale de son reporting pays par pays. Et donc, c'est à vous d'utiliser cette information pour mettre de la pression ou pour rétablir les niveaux de manière à ce que les travailleurs, si on est sur cette perspective, ne soient pas lésés par les techniques d'optimisation fiscale. Ces techniques sont beaucoup moins faciles, elles ont largement évolué, mais pour ce qu'il en reste, vous aurez la publicité qui permet de, en tout cas, les identifier et de les traiter. Je m'arrête ici. J'espère que c'était clair, que ce n'était pas trop technique. Si vous voulez en savoir plus, et merci d'avoir mentionné le livre que j'ai écrit l'an dernier. Le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit pour les non-fiscalistes, pour qu'ils soient avec moi dans la salle de négociation à l'OCDE, donc pour voir comment se fait une négociation quand vous avez 140 pays autour de la table, mais aussi vous êtes avec moi dans les couloirs du G20, avec Le Maire, avec Macron, avec Mnuchin, qui était le ministre des Finances américain, pour voir comment ça se passe dans les couloirs et dans les salles de négociation pour rendre la chose un peu utile et puis et rigolote, et pour voir quels sont les changements qui ont été apportés qui sont assez importants. Et je suis ravi de prendre des questions si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Amand, pour cet exposé extrêmement intéressant. Vous avez resitué dans une perspective historique toutes ces réformes et toutes ces évolutions. C'était formidablement intéressant. Alors, nous allons peut-être évoquer des questions de nos confrères et consoeurs. Moi, j'avais une première question qui concerne, alors, les experts comptables ou les commissaires aux comptes, comme profession réglementée, ont des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. À l'occasion de nos missions pour les CSE, depuis la 4e loi Roux de 1982, on accède à tous les documents de l'entreprise, en tant qu'expert comptable, quand on a pour client le CSE, comme le commissaire aux comptes. Et lorsqu'on identifie des flux financiers dans ces entreprises, enfin dans les filiales françaises de ces entreprises multinationales, avec des pays qui sont des ETNC. Vous savez que l'Union européenne publie une liste d'États
et de territoires non coopératifs, voilà, nous pouvons avoir des obligations de déclarer le soupçon à Tracfin. Voilà. Alors quand on est confronté à des situations de ce type, bon, on fait une déclaration, ça se fait par des outils numériques, hein, voilà. Et après, on ne sait plus ce que l'administration en fait finalement. Hein, voilà. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur ces mécanismes de déclaration de soupçons pour justement les pays qui ne sont pas dans ces accords et qui sont considérés comme des OTNC par l'Union européenne? Alors, plusieurs éléments pour répondre à votre question. Et comment dire, il y a des sujets différents. La première chose, c'est que vous avez accès à la comptabilité de la filiale française. Tout à fait. Vous n'avez pas accès au reporting pays par pays et vous n'avez pas accès à ce qui se passe dans le reste du monde. Le reporting pays par pays a précisément pour objet de vous donner cet accès. Et cet accès, j'ai vu que dans le fil, il y avait une question qui était posée, c'est est-ce que vous allez, comment vous allez faire si le reporting pays par pays, il est déposé par la filiale roumaine du groupe? En fait, il va être déposé publiquement, il sera accessible publiquement. Donc, c'est à vous de trouver ou de demander à l'entreprise, mais enfin, si elle opère en France, elle va devoir aussi le déposer quelque part, soit sur son site web, soit en annexe de ses comptes financiers, mais vous allez avoir accès, parce que c'est public, c'est bien ça le principe, au reporting pays par pays. Et donc, comme vous avez par ailleurs accès aux informations détaillées de la filiale française, vous allez pouvoir comparer, vous allez pouvoir faire cette analyse. Et donc, cette analyse, elle est importante, c'est un nouvel exercice auquel vous allez pouvoir vous livrer. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est lié aux paradis fiscaux, aux États non coopératifs. Alors, l'Union européenne a fait une liste en 2017 ou 2018, si je ne me trompe pas, et elle est actualisée depuis. Et cette liste, elle repose sur différents critères. Elle repose sur des critères de conformité aux règles du GAFI, et à la conformité aux règles de l'OCDE qui comprennent ce qu'on appelle les standards minimums. Les standards minimums, c'est l'échange automatique de renseignements bancaires, on n'est plus sur les personnes physiques, mais c'est aussi ce qu'on appelle les standards minimaux BEPS, parce que quand on a fait BEPS, on a dit c'est bien, mais ça ne peut pas être volontaire. Il y a au moins 4 mesures de BEPS qui sont obligatoires. Si vous ne le faites pas, on vous blacklist. Et ces mesures obligatoires, c'est vous ne pouvez pas avoir des pratiques fiscales dommageables, vous ne pouvez pas faire de treaty shopping, vous devez avoir du reporting pays par pays. Et puis le quatrième est un peu moins intéressant pour nous, c'est vous devez éliminer la double imposition par des mécanismes effectifs lorsqu'il y a de la double imposition. C'était plutôt favorable aux contribuables. C'était la seule mesure des 15 mesures qui était favorable aux contribuables. Et donc, l'Union européenne dit, si un pays, est-ce que ces standards minimums, ils font l'objet d'un examen par les pairs. Et donc, si un pays ne satisfait pas à ses obligations, alors l'Union européenne, l'examen par les pairs le désigne comme non-compliant ou partially compliant, et l'Union européenne va le blacklister. Alors, si vous voyez des transactions avec un ETNC, une juridiction qui est non coopérative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'en soi, vous êtes en risque. Alors, et vous parlez de Tracfin. Tracfin, on est sur des transactions de blanchiment d'argent. Or, la fiscalité, sauf à ce que ce soit de la fraude fiscale, ce n'est pas du blanchiment d'argent. Donc il faut raffiner là. Si vous avez des règles de prix de transfert qui font que vous avez du profit localisé au Luxembourg, ce n'est pas un ETNC, mais vous avez du profit localisé à Panama qui doit toujours être sur la liste, ça ne veut pas dire que vous êtes en fraude. Le fait que ce soit avec un ETNC, ce n'est pas forcément de la fraude. Vous pouvez avoir de l'évasion, et je vais revenir sur évasion et fraude, mais vous pouvez avoir quelque chose qui est optimisant, mais qui n'est pas illégal. Et donc, ça ne nécessite pas un reporting Tracfin. Non seulement ça ne nécessite pas, mais vous ne pouvez pas faire un reporting. Enfin, vous pouvez toujours le faire, mais ça partira dans la poubelle de Tracfin parce que ce n'est pas un problème. Le problème, il est lorsque vous avez une transaction qui n'est pas légale. Et la fraude fiscale est considérée comme une infraction sous-jacente au blanchiment d'argent depuis quelques années. Et donc, s'il y a fraude fiscale, alors vous devez faire un reporting à l'administration fiscale, mais aussi à Tracfin,
sur l'aspect d'infraction sous-jacente. Et les entreprises font rarement ce type d'opération et elles ne le font pas forcément avec des ETNC. Vous pouvez faire de la fraude fiscale avec n'importe quel pays. Vous pouvez transférer, si c'est du prix de transfert par lequel vous transférez massivement, sans aucun lien avec les réalités, avec une volonté manifeste de fraude, vous pouvez le faire avec le Maroc, avec la Turquie, avec n'importe quel autre pays. Évidemment, le TNC, c'est une petite indication parce que c'est un pays qui n'est pas coopératif, donc il va être opaque, qui ne va pas jouer le jeu de l'échange de renseignements et qui ne va pas avoir de fiscalité. Mais plus de fiscalité maintenant, ça ne marche plus. Parce qu'avec les 15%, ça ne marche pas. Sauf à ce que vous ne soyez pas dans le champ du 15%. J'aurais dû préciser que le champ du 15%, c'est le même champ que le reporting pays par pays, c'est 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes sur non pas une PME, mais une entreprise qui a moins de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle est un peu sous l'écran radar. Elle n'est pas sur l'impôt minimum mondial. Elle ne doit pas faire le reporting pays par pays. Donc, il y a un petit peu plus de risques. Mais en général, les entreprises, elles ne font pas ça. Vous aurez plutôt ce type de transactions douteuses si vous êtes, vous serez sur les holdings familiales où vous pouvez essayer de faire passer du profit à Saint-Martin, au Caïmans ou ailleurs parce que vous allez acheter une maison ou vous allez dissimuler de l'argent. Mais le reporting pays par pays, je crois qu'il ne va pas vous aider à faire des reporting track fin. On est sur une autre logique et une logique de fraude. Merci beaucoup. Alors, il y a deux confrères qui ont posé des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous les voyez. Absolument. Je peux essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc, je vois une question de Monsieur Malbeth. Les syndicats ne peuvent défendre l'intérêt collectif des salariés avec les règles des prix de transfert à cause de l'article du Code du travail. Est-il envisageable de rechercher la responsabilité de l'administration fiscale pour le fait d'avoir signé un APP avec une entreprise multinationale alors que l'accord en question est manifestement contraire au BEPS? C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. La réponse que je vous apporterai, c'est qu'il est très invraisemblable que l'administration française, votre question est sur l'administration française, que l'administration française, qui est plutôt très exigeante, fasse un APP, un APA en anglais, Advanced Pricing Agreement, qui soit contraire aux règles BEPS. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense que c'est très invraisemblable. L'administration française fiscale, elle est connue pour être très exigeante, pour être plutôt très dure. Il pourrait toujours avoir des exceptions, mais voilà. Alors, si elle le faisait, elle se mettrait elle-même en difficulté par rapport à d'autres pays, parce que si vous faites un APP, du fait des règles de l'action 5 de BEPS, vous devez le déclarer à tous les autres pays. Donc, si vous faites un APP qui n'est pas bon en prix de transfert, vous piquez du pognon à quelqu'un d'autre, à un autre pays. Mais vous devez notifier l'autre pays. Ça, c'est le résultat de l'action 5. Donc, je pense que le cas est assez peu probable. Maintenant, si c'est le cas, est-ce que vous pouvez… le juge aura du mal à déterminer, sauf à ce qu'on soit sur un scandale absolu, mais si c'est un scandale absolu, vous allez voir le directeur général des finances publiques en disant votre service a fait ça, c'est n'importe quoi. Et ça s'arrêtera. Voilà, ça serait ma réaction. C'est ce qu'avait dit Laurent Fabius à la sortie de la réunion du Conseil constitutionnel qui avait rejeté la QPC qu'on a évoquée tout à l'heure, sur l'article L33 26.1 du Code du travail, qui est rementionné par M. Malbeth. Laurent Fabius avait dit, mais rien n'empêche le CSE d'aller voir l'administration fiscale. Voilà, et dénoncer à l'administration fiscale une pratique abusive. Et vous pouvez être une bonne source d'information pour l'administration fiscale. Donc, ne sous-estimez pas cette capacité. Donc, ça sera moins pour attaquer l'APP que pour dire l'entreprise a ce type de pratique, on pense que c'est du risque. Et le CBCR peut vous aider. L'administration fiscale, elle a le CBCR depuis 2017. Mais je pense que l'utilisation qui en est faite est très faible. Alors, je n'ai pas parlé des faiblesses du CBCR, mais les faiblesses du CBCR, c'est que l'information est extrêmement dure à lire et à comprendre parce que vous mettez toutes les lignes. Si vous avez plusieurs business, plusieurs lignes, plusieurs branches d'activité, vous fusionnez tout ça dans un seul chiffre par pays. Donc, si vous faites, je ne sais pas,
je n'ai pas d'exemple en tête, mais si vous faites des voitures, fabriquez des voitures, vous faites aussi du service d'assurance et vous faites aussi du service de financement, bon, et ben, le profit et le chiffre d'affaires, il n'y a qu'un seul chiffre. Vous ne différenciez pas par ligne d'activité, ce qui rend les choses plus compliquées à lire. La question suivante de M. Largot, c'est en principe et en droit, l'expert comptable du CSE a accès aux documents au niveau de la mer, même si elle est à l'étranger. L'accès au reporting pays par pays entre dans ce cadre. La difficulté réside dans la résistance du groupe et la nécessité. Oui, oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Sauf que vous y avez difficilement accès à cette information. Et là, la publicité va changer les choses. Donc, dès que c'est public, vous aurez accès à toute l'information et surtout la possibilité d'utiliser les médias pour attirer leur attention. Vous venez de mentionner la capacité ou la possibilité d'informer l'administration fiscale, mais demain, vous pourrez, sans violer aucune règle de confidentialité, attirer l'attention des médias qui sont très friands de ce type de choses, surtout s'il y a une dimension sociale. Tout à fait. Alors, Monsieur Largot répondait à une question qui a été posée plus haut par, oui. Par Romain Mézières, qui demandait si l'on pouvait obtenir la déclaration pays par pays, voilà. même lorsqu'elle est déposée à l'étranger. Effectivement, c'est toute la question du dépôt des déclarations pays par pays. Est-ce que quand on travaille pour un CSE français, on peut demander ces déclarations? Et donc, c'est cette question que vous voulez répondre, je pense, monsieur. Il a répondu, monsieur. Un petit peu. Mais oui, et étant donné que l'information ne peut être utilisée qu'à des fins fiscales, je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir accès au reporting pays par pays de la mer. Voilà, parce que l'information, c'est la règle, c'est le standard. Donc, j'ai pas la transposition en droit interne français du standard international, mais le standard, c'est que l'information, elle est pour des fins fiscales et elle ne va que dans l'administration fiscale. Donc, je ne suis pas sûr que vous ayez accès, mais la publicité va changer ça. Alors, il y a un point important parce que dorénavant, il y a, pour les entreprises importantes, l'ensemble du processus CSRD avec les normes ESRS qui vont amener les entreprises à publier un rapport sur la durabilité qui va être audité par des auditeurs indépendants, voire même par des commissaires aux comptes. Et dans ce rapport de durabilité, et ça rejoint votre développement très intéressant sur le risque réputationnel élevé, parce que dans ce rapport de durabilité, il y a justement des normes et des critères ESG, environnement, social, gouvernance. Et dans la gouvernance, il y a effectivement des items sur justement l'évasion fiscale internationale. Hein, voilà. Et là, on rejoint votre développement sur le risque réputationnel. Voilà. Et ce rapport, on va les avoir à partir de 2025 également. Hein. Absolument. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est le risque réputationnel qui va faire bouger le plus les entreprises et qui est le levier d'action. Mmh. Okay. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Non, je crois qu'on n'a pas de nouvelles questions. Non, bah écoutez, voilà, je crois que c'était extrêmement complet. Donc, moi, j'encourage mes consoeurs et confrères à acquérir votre ouvrage. Je l'ai mis à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, donc aux éditions du Seuil, hein, qui effectivement, pour des experts comptables français qui ne sont pas forcément des spécialistes de la fiscalité internationale comme vous, permet d'avoir une vision de toutes les problématiques et de toute l'évolution historique que vous avez développée. C'est tout à fait passionnant. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne journée à tous et merci de votre invitation. Merci beaucoup et c'était un exposé très très intéressant, très passionnant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, M. Satamon. Merci, Gérard. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, vous avez un livre pour les fêtes qui vous est proposé, c'est très bien. Voilà. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée à tous. Merci.